ce dossier qu'on pensait définitivement refermé. Des comptes bancaires jusqu'ici inconnus ayant appartenu à des nazis. Crédit Suisse aurait dissimulé dans les années 90 l'existence de comptes bancaires. Des comptes nazis cachés dans les banques suisses en 2025, cette information peut surprendre. Comment 80 ans après la chute d'Hitler, de tels comptes peuvent encore exister ? Cette réalité, elle fait remonter à la surface des heures sombres de l'histoire suisse, celle des milliers de lingots d'or nazis cachés dans nos banques, de la complaisance de la Confédération avec le régime du Troisième Reich et celle des mensonges des banques pendant les décennies qui ont suivi. Car non, contrairement à ce que le mythe a longtemps voulu nous faire croire, la Suisse n'a pas été ce petit pays neutre, terre d'accueil pour les victimes de la guerre et résistant à l'envahisseur allemand. Il est clair que les banquiers et les industriels, dans leur immense majorité, ont pu retirer des avantages de cette période-là. La longue phase d'expansion économique que connaît la Suisse après 1945 se fonde aussi sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'aide de Marc Pernoud, historien et membre de la célèbre commission Bergier, on revient dans cette vidéo sur le rôle ambigu de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale et sur ses relations avec l'Allemagne nazie. Dès le début de la guerre, l'Allemagne nazie a un besoin vital, obtenir des devises étrangères pour acheter les matières premières indispensables à son armement. C'est un peu le nerf de la guerre. À cette époque, l'économie de l'Allemagne repose quasi uniquement sur le charbon. C'est un peu maigre pour mener une guerre. Si les stocks en or et en devises étrangères du Troisième Reich sont rapidement asséchés, la Reichsbank a un atout de taille, ses différentes annexions. À chaque nouvelle conquête, l'armée allemande s'empare des réserves d'or des pays envahis. Et les pillages sont systématiques. 83 tonnes d'or en Autriche en 1938, 180 tonnes en Belgique en 1940 et même 65 tonnes en Italie en 1943 après la chute de Mussolini. Alors certes, le régime nazi se remplit régulièrement les poches, mais cet or pose un petit problème. Il est tout simplement inutilisable en l'état pour acheter des matières premières. Pour le transformer en une ressource utilisable, les nazis ont donc besoin de le convertir en devises acceptées sur les marchés internationaux. Et c'est là que la Suisse et ses nombreux atouts entrent en jeu. Le franc suisse est pratiquement la seule monnaie librement convertible, c'est-à-dire à travers le monde entier, tous les belligérants acceptent le franc suisse pour acheter, pour vendre. La Suisse devient alors un partenaire clé du Troisième Reich. Sur tout l'or vendu par la Reichsbank pendant la guerre, les 4/5 sont allés dans les coffres suisses. La Banque nationale suisse commence à recevoir de l'or nazi dès 1940. Les premières livraisons atteignent 20 tonnes d'or. En 1943, c'est l'apogée des échanges avec 120 tonnes et au total, ce sont près de 345 tonnes d'or qui passent par la Suisse. En échange, la petite Suisse n'est pas envahie. Bon deal. C'est en tout cas l'argument avancé par les banquiers. Mais pour les historiens, le facteur économique n'est pas le seul à avoir pesé dans la balance. Il y a des facteurs aussi géographiques. Il y a aussi le fait qu'avec la mégalomanie d'Hitler, un pays relativement petit de 6 millions d'habitants, c'était pas une priorité pour lui. Avant la fin de la guerre, les Alliés commencent à s'agacer de l'attitude ambiguë de la Suisse envers les Allemands. Le petit pays neutre est même accusé de prolonger le conflit. À la fin de la guerre, les différents pays règlent leurs comptes et la Suisse est en mauvaise posture. Les Alliés se montrent extrêmement critiques à l'égard de la Suisse, l'accusant d'avoir collaboré économiquement et financièrement avec l'Axe et donc d'avoir profité de la guerre. La Suisse est donc isolée diplomatiquement, mais petit à petit, les diplomates suisses finissent par faire entendre leurs arguments et profitent aussi du nouveau contexte international dominé par la guerre froide. Finalement, la Suisse est plus utile en étant un pays indépendant relativement favorable au camp occidental et on peut oublier toutes les compromissions de l'économie suisse avec le Troisième Reich. Pour se racheter, la Suisse s'engage finalement à verser entre autres 250 millions de francs destinés à la reconstruction de l'Europe. Une somme qui paraît quand même assez dérisoire comparée aux bénéfices tirés des échanges avec l'Allemagne nazie. Alors on aurait pu penser que cette histoire s'arrêterait là, mais ce n'est que le début. Dans les années 1990, le scandale des comptes en déshérence éclate. Demain, l'Association suisse des banquiers tiendra conférence de presse et elle parlera entre autres des fonds en déshérence, à savoir ces fonds qui dorment dans les banques suisses parce que leurs propriétaires sont inconnus. C'est ainsi que 50 ans après l'Holocauste, de nombreuses familles juives tentent de récupérer leurs biens. Quant aux banquiers, ils restent très discrets. Cette affaire, elle fait référence aux comptes en banque appartenant à des juifs disparus et dont l'argent n'a jamais été restitué. En fait, après la guerre, les banques suisses exigent des certificats de décès pour que les héritiers puissent récupérer les fonds. Une demande évidemment impossible à satisfaire pour la plupart des familles.
Les banquiers suisses ne se sont pas rendus compte de l'importance humaine de cette quête des avoirs en déshérence. Ils ont eu une perspective uniquement comptable et juridique qui fait que ça a suscité de plus en plus de critiques et qui, dans un contexte où au niveau international, la sensibilité autour de la Shoah est de plus en plus forte, a accentué l'image de la Suisse comme un pays où on cherche à faire de l'argent au détriment du reste du monde et où il y a une indifférence au sort du reste du monde. En 1996, cette affaire atteint des proportions internationales. Le Congrès juif mondial accuse la Suisse d'avoir couvert les pratiques douteuses des banquiers. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que les Suisses ont acheté leur neutralité aux nazis. C'est dans ce contexte que la question de l'achat d'or nazi refait surface, preuve à l'appui. We have documents confirming that the Swiss were actively and directly involved in shipping gold for Nazis. Un sénateur américain, Alphonse D'Amato, qui se fait le porte-parole de la cause, accuse tout simplement la Suisse d'être la banque des nazis. Face aux nombreuses accusations, les banques suisses enchaînent les erreurs. Pour tenter de prouver leur bonne foi, les banquiers publient même une liste de noms de comptes en déshérence dans les journaux de 28 pays. Le but est de permettre aux familles de 1862 personnes de prendre connaissance de l'existence de ces fonds. Sauf que dans cette liste se cachent aussi des noms de nazis. Hermann Ezer, ancien vice-président du Reichstag. Karl Jäger, qui a collaboré à l'extermination des juifs lituaniens. Ou Wojtek Tuka, responsable de la déportation de 100 000 juifs originaires de Slovaquie. Ce sont 3 des 6 noms de dignitaires nazis que le centre Simon Wiesenthal a relevés dans la liste publiée hier par les banques suisses. Toute cette histoire fait tellement scandale que le Parlement décide de lancer une enquête. C'est le début de la commission Bergier, du nom de l'historien président de la commission, Jean-François Bergier. Pendant 5 ans, la durée de cette commission, le secret bancaire est exceptionnellement levé afin de faire la lumière sur le passé des banques suisses. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester avec nous après cette journée au cours de laquelle nous avons découvert le rapport de la commission Bergier sur l'attitude de la Suisse pendant la guerre à l'égard des réfugiés. Vous allez l'entendre, les avis sont déjà très partagés, mais il est déjà certain que ce document restera comme un choc dans la mémoire de la Suisse avec cette phrase terrible « Les autorités suisses, conclut le rapport, ont contribué intentionnellement ou non, à ce que le régime nazi atteigne ses objectifs. » C'est en 2002 que la totalité du rapport Bergier, long de 11 000 pages, est enfin publiée. Il révèle alors à la population une réalité loin du mythe d'une Suisse neutre et résistante. Le travail des historiens permet notamment de confirmer que les banquiers suisses ont sciemment collaboré avec le Troisième Reich. Ils ont facilité le blanchiment de leurs volets et ont entravé les démarches des familles pour récupérer l'argent. Entre-temps, les banques suisses ont finalement accepté de payer 1,25 milliard de dollars de réparation. I am tremendously pleased and gratified to announce that we've reached an historic agreement with the Swiss banks that will bring moral and material justice to those who have suffered for so long. Cette somme était destinée aux survivants des camps de concentration, aux familles des victimes et à ceux qui ont été exploités comme travailleurs forcés sous le régime nazi. Malgré ces enquêtes et réparations, tout n'a apparemment pas été réglé et les banques ont encore un gros travail de transparence à faire. Alors ça peut étonner de découvrir encore en 2025 des comptes nazis, mais pour les historiens ce n'est pas si surprenant que ça. Pendant des décennies, nous n'avions pas accès aux archives bancaires. La commission Bergier y a eu accès, mais pendant 5 ans et dans des conditions difficiles, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire des recherches exhaustives. Il y avait des masse considérable d'archives que nous n'avions pas le temps de consulter et parfois aussi dont on nous a caché l'existence. C'est l'enjeu actuellement qu'on ait de nouveau accès à ces archives bancaires pour pouvoir y travailler, mais c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas un travail qu'on peut effectuer en quelques semaines. Tout dépend donc aujourd'hui de la bonne volonté des banques. UBS a récemment assuré vouloir contribuer à recenser tous les comptes liés aux nazis afin de peut-être tourner cette page sombre de l'histoire suisse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et si d'autres sujets suisses et historiques t'intéressent, n'hésite pas à nous le dire en commentaire.